Bonjour à tous, on est entouré de gratte-ciel, de ponts, de tunnels, mais au fond, on y pense rarement. On pense rarement à cette collaboration secrète qui rend tout ça possible. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ce partenariat caché qui, littéralement, soutient tout notre monde moderne. Regardez-moi ça, c'est le Panthéon, à Rome. Sa coupole, qui est la plus grande en béton non armé du monde, a presque 2000 ans. C'est la preuve de la puissance assez incroyable du béton, notre premier personnage. Un matériau qu'on pourrait croire miracle, mais qui cache en réalité une faiblesse fondamentale. Le béton, c'est un peu un héros puissant, mais imparfait. Et pour bien comprendre son dilemme, il faut plonger au cœur de ses propriétés mécaniques. En fait, tout est résumé dans cette phrase. L'histoire du béton, c'est celle d'un paradoxe, celle de deux forces complètement opposées. D'un côté, il y a sa capacité à résister quand on l'écrase, et de l'autre, sa très grande fragilité quand on essaie de l'étirer. Alors là, ce qui est vraiment fou, c'est l'énorme différence entre les deux. Imaginez qu'on presse une éponge dans sa main. Ça, c'est la compression. Et dans ce domaine, le béton, c'est un vrai champion. Mais maintenant, si on essaie d'étirer cette même éponge, eh bien ça, c'est la traction. Et là, c'est une toute autre histoire. Le béton est 12 à 15 fois plus faible. Il casse, net, sans prévenir. C'est ça son gros problème. Et cette image illustre parfaitement où se situe le problème. Quand une simple poutre se plie sous une charge, sa partie du dessus est écrasée. Elle est donc comprimée. Et ça, le béton y gère très bien. Par contre, sa partie inférieure, elle, est étirée, mise en tension. Et c'est là, précisément dans cette zone de traction, que se trouve le talon d'Achille du béton. Bon, si le béton a une faiblesse, il lui faut un partenaire pour la compenser. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième personnage de notre histoire, l'acier. Le super pouvoir de l'acier, c'est justement sa capacité à résister quand on l'étire. Il peut s'allonger énormément avant de casser. En fait, il est le complément parfait. C'est un peu le yin du yang du béton. Et voilà à quoi ressemble cet allié. Ce ne sont pas juste des barres lisses, ces nervures qu'on appelle des verrous, elles agissent comme des milliers de petits crochets qui viennent s'ancrer dans le béton. C'est ce qu'on appelle un acier à haute adhérence. Et c'est absolument crucial pour que les deux matériaux puissent travailler ensemble et ne faire plus qu'un. Allez, voyons maintenant comment cette union opère sa magie et comment on met tout ça en place. Le principe est d'une simplicité géniale. On vient intégrer l'acier, notre super spécialiste de la traction, précisément là où on sait que le béton va avoir du mal. On noie simplement ces barres d'acier dans le béton encore frais, par exemple dans la partie du bas d'une poutre. Alors attention, le point crucial c'est le suivant. Sous une charge vraiment importante, le béton dans la zone de traction va commencer à se fissurer. Mais ce n'est pas grave, c'est même prévu. À l'instant même où la première micro-fissure apparaît, l'acier prend immédiatement le relais et c'est lui qui encaisse toute la force de traction. Ça empêche la poutre de se casser brutalement. Ce schéma résume parfaitement ce travail d'équipe. Dans une poutre en béton armé, chaque matériau fait ce qu'il sait faire de mieux. Le béton en partie haute résiste à l'écrasement et l'acier en partie basse résiste à l'étirement. C'est une répartition des tâches absolument parfaite. Ok, connaître la recette de cette équipe de choc, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour construire en toute sécurité, les ingénieurs doivent absolument anticiper et calculer toutes les forces que la structure va devoir affronter tout au long de sa vie. Il faut savoir qu'il y a deux grands types de charges. D'abord, les charges permanentes, qu'on note G. C'est tout simplement le poids de la structure elle-même. Elle ne bouge pas. Et puis il y a les charges variables, notées Q. Ça c'est le poids des gens, des meubles, de la neige en hiver, bref des charges qui vont et qui viennent. Regardons un peu comment les ingénieurs représentent tout ça. Ce schéma, par exemple, pourrait être un escalier avec ses paliers. On voit bien que les charges ne sont pas du tout uniformes. Chaque section doit donc être calculée très précisément en fonction des forces G et Q qui vont s'y appliquer. Et face à toutes ces forces, les ingénieurs, eux, ne prennent aucun risque. Ils utilisent une philosophie de conception et une formule de calcul qui sont pensées pour le pire des scénarios possibles. Voici un concept clé, l'état limite ultime, ou LU. En gros, les ingénieurs ne dimensionnent pas une structure pour qu'elle tienne lors d'une journée normale. Non. Ils la calculent pour qu'elle résiste au moment juste avant sa rupture, et ensuite, ils ajoutent une grosse marge de sécurité par-dessus. On conçoit toujours pour le pire jour possible. Et voilà la fameuse recette de sécurité. C'est la formule de base de l'aide-LU. Pour trouver cette charge ultime, qu'on appelle PU, que la structure doit absolument pouvoir supporter, le calcul est le suivant. On prend toutes les charges permanentes, le fameux G, et on les multiplie par 1,35. On leur ajoute une marge de 35%. Ensuite, on fait pareil avec les charges variables, le Q, mais cette fois on les multiplie par 1,5. On augmente donc de 50%. C'est une façon de s'assurer que la structure sera toujours bien plus solide que nécessaire. À partir de là, le processus de conception devient très logique. Premièrement, on identifie et on liste toutes les charges possibles. Deuxièmement, on applique notre formule de sécurité pour obtenir la charge ultime. Troisièmement, à partir de cette charge, on calcule la quantité exacte d'acier dont on aura besoin pour encaisser la traction. Et enfin, on traduit tous ces chiffres en un plan détaillé.
Et voilà le résultat de tous ces calculs. Ce n'est pas juste un dessin, c'est une véritable carte au trésor pour les constructeurs. Chaque ligne, chaque barre d'acier a son emplacement calculé au centimètre près pour garantir que ce fameux partenariat entre le béton et l'acier fonctionnera à la perfection. Alors la prochaine fois qu'on traverse un pont ou qu'on entre dans un immeuble, on pourra penser à cette danse silencieuse qui se joue au cœur même de la structure. Une collaboration où la force brute du béton est parfaitement équilibrée par la ténacité et la souplesse de l'acier. C'est cette union qui a bâti le XXe siècle. Mais aujourd'hui, face aux défis de demain comme la durabilité ou les nouveaux matériaux, on peut vraiment se demander quelle sera la prochaine collaboration de génie qui façonnera notre futur. La question reste ouverte.